Les chevaliers teutoniques, l'un des ordres militaires les plus reconnaissables des croisades. Si templiers et hospitaliers sont liés à la Terre Sainte, les chevaliers teutoniques resteront associés aux sombres combats d'hommes forestiers des croisades du Nord. L'ordre teutonique a assuré le succès des croisades baltes dans ces guerres acharnées pour soumettre les Prussiens païens. Cependant, les chevaliers teutoniques étaient actifs sur de nombreux fronts. Ils ont participé aux croisades en Terre Sainte, combattues aux côtés de l'Empire latin, et plus tard, ils se sont même battus contre d'anciens alliés comme la Pologne. Aujourd'hui, nous allons examiner 5 batailles remarquables des chevaliers teutoniques, tirées de différentes phases de leur histoire et de divers théâtres de guerre. De la Terre Sainte au nord de la Baltique, de l'Achaïe à la Pologne jusqu'à la Lituanie, rejoignez-nous. Numéro 5, la bataille de Rizén, 1233. Les chevaliers teutoniques sont entrés pour la première fois en Prusse sur invitation du duc polonais Konrad de Mazovie. Konrad voulait empêcher que sa frontière orientale ne soit attaquée par les tribus païennes de la forêt prussienne. En réponse à la demande de Konrad, une force de chevaliers teutoniques arriva aux confins de la Prusse. En 1230, sur la rive sud de la rivière Vistule, les chevaliers établirent leur première forteresse prussienne, appelée Vogelsong, ou chant d'oiseaux, ainsi nommé par les croisés allemands. Parce qu'il y en avait beaucoup qui chantaient encore. Un homme blessé, non pas comme chante le rossignol, mais avec le chant douloureux que le cygne entonne lorsqu'il est tué. Des renforts sont arrivés sous la direction du maître Hermann von Balck. Von Balck était un homme raisonnable et accessible avec les chrétiens. William Urban dit qu'il montrait le même respect envers ses partisans allemands, polonais et même prussiens convertis. Cependant, lorsqu'il s'agissait de païens, Hermann von Balck était impitoyable et intransigeant. Au fil des ans, les croisés allemands et polonais ont rejoint les frères teutoniques pour pénétrer plus loin en Prusse et y bâtir de nouveaux châteaux, étendant ainsi leur pouvoir. En 1231, Thorn fut fondée en face de Vogelsong. Puis, en 1233, une grande armée de croisés, composée principalement d'Allemands et de Polonais, se rassembla pour une campagne d'été. Beaucoup de ces hommes étaient inspirés par une relique de la vraie croix détenue par l'ordre teutonique. La grande réalisation de cette armée fut la construction de Marienwerder au nord-est en Pomézanie, à mi-chemin entre Thorn et la mer, sur un affluent de la Vistule. La plupart de l'armée rentra ensuite chez elle, mais de nombreux croisés restèrent pour une campagne d'hiver. Le duc polonais Svantipelk de Pomérélie mena une force importante aux côtés des frères teutoniques lors d'une invasion totale de la Pomazonie, pour contrer l'avancée des croisés. Les tribus prussiennes de Pomézanie rassemblèrent une armée sur la surface gelée de la rivière Sorgère. Les païens rencontrèrent la coalition teutonique. Les Pomézaniens, légèrement armurés et principalement à pied, adoptèrent une formation en phalange. Les Prussiens furent surpris quand le duc Svantipelk surgit à l'arrière avec sa cavalerie. Le duc polonais, ayant caché sa position, leur tendit un piège parfait, les obligeant à affronter la cavalerie lourde devant et derrière. Les Prussiens paniquèrent et fuirent. Cependant, Svantipelk avait installé des obstacles à l'arrière des Prussiens, ralentissant leur retraite. Les croisés anéantirent les Pomézaniens. Ce fut l'une des premières d'une longue série de batailles sombres et sanglantes au cours de la croisade prussienne. Cette victoire précoce établit un schéma. Chaque année, de nouvelles armées de croisés arrivaient pour aider les frères teutoniques. Après avoir conquis des territoires et construit des châteaux, les croisés rentraient chez eux, tandis que les frères teutoniques gardaient les nouvelles conquêtes pendant le rude hiver. Malgré leur lourde défaite initiale, les Prussiens païens commencèrent à s'adapter aux tactiques et armes des teutoniques. Bientôt, les Prussiens maîtrisèrent les armes des chrétiens latins et commencèrent à développer des parades contre la cavalerie lourde. Numéro 4. La bataille de Saint-Georges, 1320. Pour notre prochaine bataille, nous allons voyager presque un siècle dans le futur et dans un autre théâtre de guerre.
la principauté latine d'Achéie et sa lutte contre l'Empire byzantin de Constantinople. Ici, les chevaliers teutoniques ont joué un rôle dans les établissements militaires des Latins. La 4e croisade avait établi un empire latin au cœur de Byzance. Constantinople a été tenue par les Latins jusqu'en 1261 lorsqu'elle a été reprise par les Byzantins. Un vassal de l'empire latin a toutefois perduré beaucoup plus longtemps, la principauté d'Achéie qui contrôlait la majeure partie de la Morée, la péninsule du Péloponnèse dans le sud de la Grèce. Mais la stabilité de la principauté vacilla après 1315 lorsque plusieurs prétendants se disputèrent dont le trône princier, le duc de Bourgogne contestant la revendication des Angevins de Naples. Pendant ce temps, le gouverneur angevin Frédéric Troghisio dirigeait la principauté durant le débat sur la question. Cette opportunité éveilla Andronikos Assène, gouverneur de la province byzantine de Mystras dans le sud-est de la Morée et neveu de l'empereur Andronikos II, paléologue lui-même. L'empereur avait sagement accordé à Ausen de larges pouvoirs dans la province et le gouverneur poursuivit avec énergie la conquête de la principauté latine. En 1320, Assène leva une armée et envahit l'Arcadie, la partie centrale de la Morée. Il assiégea la forteresse latine de Saint-Georges, l'un des nombreux châteaux protégeant le passage à travers les montagnes de Scorta. En réponse, Frédéric Trurgisio rassembla les vassaux de la principauté pour secourir Saint-Georges. L'évêque d'Oléna, Jacques de Chypre, les chevaliers teutoniques et les chevaliers hospitaliers ont tous amené des contingents pour rejoindre la campagne de Frédéric. En apprenant l'arrivée des Latins, Austin intensifia son attaque contre Saint-Georges. Il réussit à convaincre Niccolò de Patra, le castellan grec du château, de se rendre. Le 9 septembre, après avoir occupé Saint-Georges, Austin laissa flotter les bannières latines depuis les tours. Lorsque Frédéric Trégizio arriva, il pensa que les Grecs avaient fui et avança avec ses troupes vers le château. Mais alors que l'armée latine approchait, Assène tendit son piège et lança une attaque surprise. Une bataille féroce s'ensuivit. Les Latins n'étaient pourtant pas préparés et ne purent pas vaincre les forces grecques. Les chevaliers teutoniques se battirent vaillamment aux côtés de leurs camarades, mais leur maître lui-même tomba dans la mêlée. Les Byzantins triomphèrent. La campagne de 1320 d'Ostène établit le contrôle byzantin sur le plateau arcadien, réduisant la principauté d'Achéie aux côtes nord et ouest de la Morée. L'Arcadie, qui avait été un bastion des défenses latines, était de nouveau entre les mains des Byzantins. Et numéro 3, la bataille de Rudao, 1370. Pour notre prochaine bataille, nous allons continuer à avancer dans le temps. En 1370, nous revenons aux croisades du Nord et à la lutte entre les chevaliers teutoniques et le Grand-Duché de Lituanie. À ce stade, les frères teutoniques avaient conquis toute la Prusse et en avaient fait un puissant état monastique. Dès les années 1290, l'ordre s'est focalisé sur la soumission du duché païen de Lituanie. Chaque camp lançait des campagnes contre l'autre, avec des représailles qui suivaient souvent rapidement. Le duché lituanien était dirigé par le grand-duc Algirdas et son frère, le commandant en chef Kęstutis, qui cherchaient à retourner les objectifs de la mission de l'ordre contre eux. On fait tous les chemins à l'histoire. Algirdas et Kęstutis exprimaient souvent un intérêt pour le baptême. Juste au moment où les chevaliers teutoniques en prenaient pour l'avantage, ils se plaignaient ensuite que l'ordre entravait leur conversion par ses attaques. À de tels moments, l'Église poussait généralement les frères teutoniques à accepter une paix. À ce moment, Algirdas et Kęstutis se regroupaient, reconstruisaient et repartaient en guerre. Encore une fois, c'était habile et bien joué de la part du grand-duc lituanien et de son frère. Un épisode en particulier a fait de Kęstutis un héros populaire lituanien. En 1361, Kęstutis fut capturé au combat par le grand maître Vinrik von Kniprod et retenu prisonnier dans la forteresse teutonique de Marienborg. Cependant, avec l'aide d'un serviteur lituanien travaillant dans le château, Kęstutis réussit à s'évader. Il vola une cape blanche, grimpa la cheminée et, déguisé en frère teutonique, traversa la cour sans être vu. Près de la porte, il trouva le cheval du grand maître scellé et prêt à partir. Il sauta sur la monture, partit à toute allure et s'échappa vers un territoire allié.
Le conflit culmina en février 1370 quand Algirdas et Kęstutis envahirent la Somland contrôlée par les Teutoniques. Winrik von Knibrod rassembla rapidement des forces de tout l'État monastique pour constituer une armée redoutable. Algirdas et Kęstutis ravageaient déjà la campagne près de Rudau lorsque l'armée des croisés les surprit soudainement. Kęstutis se retire aussitôt, tandis qu'Algirdas s'installe sur une colline boisée, prêt à combattre. Les chevaliers teutoniques attaquèrent et un long affrontement sanglant s'ensuivit. Finalement, Algirdas fut vaincu. Les pertes pour les Lituaniens furent considérables, probablement de l'ordre de plusieurs milliers. Le grand maître perdit plusieurs centaines de soldats, parmi lesquels 26 chevaliers frères qui n'étaient pas facilement remplaçables, y compris le maréchal. C'était une réalité pour l'ordre dont les chevaliers d'élite, leurs unités les plus précieuses, étaient presque toujours en première ligne des combats. Algirdas s'est échappé sain et sauf. Plus jamais envahir la Prusse. L'ordre attribua la victoire à la Vierge Marie. Numéro 2. Bataille de Grunwald, 1410. Nous allons avancer dans le temps jusqu'à l'affrontement le plus célèbre des chevaliers teutoniques, la bataille de Grunwald en 1410. Pendant la guerre polono-lituanienne contre les teutoniques lors de la croisade prussienne, les chevaliers teutoniques ont reçu l'aide d'alliés polonais. Ensuite, les frères ont acquis la Pomérélie, Prusse occidentale, au début des années 1300 avec sa frontière est sur la Vistule. Pour les rois polonais, la Pomérélie était polonaise et ils ne pouvaient l'accepter. À la fin du XIVe siècle, les frères teutoniques étaient en conflit avec les Lituaniens sur la Samogiti. Divers accords de paix ont contenu le conflit, mais en 1409, une rébellion samogitienne a porté le conflit à son paroxysme. Le grand maître Ulrich von Jüningen, un partisan de la ligne dure qui estimait que l'ordre était devenu trop laxiste, exigea que les Polonais et les Lituaniens cessent d'apporter leur aide aux Samogitiens. La paix n'était pas hors de question. Le pape et d'autres grandes figures chrétiennes ont appelé à la réconciliation pour que l'Europe s'unisse face aux Ottomans. En Hongrie, les deux camps défendaient la justesse de leur cause. Les chevaliers teutoniques accusaient sur les Lituaniens d'être de faux chrétiens nuisant à leur mission, tandis que Polonais et Lituaniens voyaient l'ordre comme une institution avide de pouvoir, loin de son idéal passé. Le roi de Pologne, Władysław, convoqua le grand-duc de Lituanie, Vytautas, pour le rejoindre en Mazovie. À la mi-juin 1410, le roi polonais avait rassemblé une armée d'environ 30 000 hommes, dont 18 000 cavaliers polonais et environ 11 000 lituaniens. Le grand maître Ulrich rassembla également une armée énorme, forte d'environ 20 000 hommes, comprenant un nombre important de croisés bohèmes. Ulrich répartit ses forces entre la Prusse orientale et occidentale en attendant l'invasion. En défense, il posta Heinrich von Ploen et 3000 hommes sur la Vistule pour protéger la Prusse occidentale. Le plan du grand maître était d'affamer l'ennemi, de piller et d'épuiser leurs ressources, tandis que les forces teutoniques restaient bien placées et approvisionnées. En amont de cela, le 1er juillet, Władysław et Vytautas se sont retrouvés à Scherdysk sur la Vistule, puis ont rapidement fait avancer leurs armées vers le nord, renforcés par des mercenaires tchèques, moraves, valaques et tatars. En l'apprenant, le grand maître Ulrich partit chercher un lieu adapté pour affronter l'ennemi, dans la région boisée et lacustre du sud, avant que les envahisseurs ne puissent ravager les terres agricoles des vallées fluviales. Les deux commandants avancèrent prudemment l'un vers l'autre avec une discipline remarquable. Le roi Ladislas était naturellement calme et maître de lui, gardant son sang-froid tout au long de la campagne. Il ne buvait pas, et sa passion pour la chasse faisait qu'il se sentait chez lui dans les forêts peu habitées. Ladislas obtint des renseignements selon lesquels une route menait vers Osterud, ce qui pourrait leur permettre de contourner la position fortifiée du grand maître. Le roi de Pologne voulait attirer les chevaliers teutoniques à l'est. Lorsque Ulrich apprit que les envahisseurs étaient allés jusqu'à Gilgenberg et avaient incendié la ville, il fut furieux. Il décida de quitter sa position forte et d'effectuer une marche nocturne rapide dans l'espoir de lancer une attaque surprise. Les deux armées se sont finalement affrontées dans les champs entre Grunwald et Tannenberg.
Jusqu'à présent, le grand maître avait atteint son objectif. Il avait surpris les Polonais et les Lituaniens avec son armée, mais il avait gaspillé son avantage. Une attaque nocturne lancée immédiatement aurait pu submerger les troupes non préparées du roi polonais. Au lieu de cela, le grand maître attendit l'aube et se retira de sa ligne initiale pour permettre à la cavalerie polonaise d'avancer. Le grand maître espérait attirer les chevaliers polonais à attaquer en premier, permettant ainsi à la cavalerie teutonique de perturber les formations de Władysław avec l'une de leurs célèbres contre-charges. Au lieu de cela, la cavalerie lituanienne lança une attaque suivie d'une fausse retraite, ce qui attira les auxiliaires croisés dans une poursuite prématurée. Des chevaliers polonais cachés surgirent sur les croisés en poursuite, qui prirent alors la fuite à leur tour, tandis que les Lituaniens et les Polonais fonçaient directement dans les rangs désordonnés des croisés. Moment critique. Les lignes teutoniques étaient là perturbées, mais la journée n'était pas perdue. Le grand maître aurait sans doute dû ordonner un repli général pour préserver son armée. Il réunit ses frères chevaliers et lança une charge contre le centre polonais, espérant menacer le roi. C'était caractéristique d'Ulrich de tout miser sur une seule charge héroïque. Son pari a échoué. Vytautas renforça la cavalerie du roi polonais, encercla et écrasa l'attaque du grand maître. Là, Ulrich et beaucoup de ses chevaliers de haut rang tombèrent lors d'une mêlée sanglante et féroce, avec le grand maître tué. L'armée teutonique s'effondra dans une déroute paniquée. Les Polonais et les Lituaniens poursuivirent et massacrèrent ce qui restait de leur ennemi. Numéro 1, le siège de Marienborg en 1410. La victoire de la Pologne et de la Lituanie avait été remarquable. Après l'épuisement de la bataille et de la poursuite, le roi de Pologne permit à ses hommes de se reposer pendant 3 jours. Ensuite, il avança vers le nord. Sa cible était Marienborg, la grande forteresse dominante de l'ordre teutonique. Si le roi prenait cette forteresse, il pourrait soumettre toute la Prusse. De nombreuses villes et forteresses locales se rendaient en déjà, et le roi envoya des hommes pour retrouver le corps du grand maître afin qu'il puisse recevoir une sépulture chrétienne honorable. Le roi et le grand-duc semblaient proches d'un triomphe total. Vytautas comptait conquérir toutes les terres à l'est de la Vistule, tandis que Władysław voulait réaffirmer l'ancienne revendication polonaise sur Kolm et la Prusse occidentale. Puis, alors que l'ordre teutonique semblait sur le point de s'effondrer, un homme fit son apparition pour agir de manière décisive, Heinrich von Plauen. Il n'était pas un frère particulièrement remarquable de l'ordre, simplement un châtelain. Des années auparavant, il était arrivé en Prusse comme croisé. Impressionné par le zèle de l'ordre, il a renoncé au monde et est devenu un moine guerrier. Maintenant, après le désastre de Grunwald, Heinrich a pris seul l'initiative de sauver l'État teutonique. Aussitôt, il a rassemblé 3000 hommes à Marienborg et préparé les défenses de la forteresse clé avant que le roi polonais ne puisse arriver. La plupart, sinon tous, des officiers de l'ordre teutonique en Prusse étaient morts. Von Plauen a commencé à donner des ordres, tandis que d'autres hésitaient. Chevaliers, croisés, habitants et colons survivants se sont réunis à Marienborg autour de von Plauen. Ils ont ravitaillé la forteresse en pain, fromage, bière, ont fait entrer des cochons et amené du fourrage des champs. Ils ont rassemblé des armes à feu et des armes blanches et ont enlevé les obstacles du champ pour dégager la ligne de tir. Lorsque les Polonais et les Lituaniens arrivèrent devant Marienborg, ils trouvèrent sans la muraille garnie de défenseurs prêts à se battre. Ils constatèrent aussi que la campagne a été privée de nourriture et de provisions, tout ayant été rassemblé à Marienborg. Władysław ne voulait pas d'un long siège, mais sa seule autre option était d'admettre la défaite. Pendant 8 semaines, les canons et les catapultes polonais martelèrent les murs. De plus petites forteresses en Prusse se rendirent, mais les places fortes clés de Marienborg et Königsberg tinrent bon, résistant farouchement. Lorsque la dysenterie se propagea dans le camp des assiégeants, Vytautas retira ses troupes. Mais Ladislas garda l'espoir que von Plauen et ses compagnons tenaces finiraient bientôt par céder. Parallèlement, une aide arrivait pour les chevaliers teutoniques. Une armée de la branche livonienne de l'ordre arriva à Königsberg, bientôt rejointe par des croisés venus d'Allemagne et de Hongrie.
Bientôt, une armée de secours dirigée par Michael Kuschmeister mit en déroute les forces polonaises en Prusse occidentale et commença rapidement à reprendre forteresse après forteresse. En septembre, l'ordre avait de nouveau fermement repris le contrôle de la Prusse occidentale. La situation devint désespérée. Dans le camp de siège du roi polonais, ses chevaliers se plaignaient que leur durée de service était expirée. Le roi n'eut d'autre choix que d'admettre sa défaite. Le 19 septembre, il se retira du siège. Marienborg fut sauvé et, avec lui, l'État teutonique. La puissance teutonique avait été ravivée après un moment de catastrophe presque totale. Cependant, de nombreux historiens notent que l'ordre ne s'est jamais vraiment remis de ses pertes à la bataille de Grunwald. Après la victoire à Marienborg, l'avenir semblait prometteur. L'ordre avait le sentiment d'avoir surmonté les plus grands défis dans leur heure la plus sombre. Le siècle suivant fut marqué par un déclin progressif de l'ordre, sa mission initiale étant presque achevée. Les croisades du Nord étaient terminées. L'ancienne frontière païenne du Nord-Est était désormais intégrée à la chrétienté latine. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la musique, découvrez mon projet musical Roman Lion via le lien à l'écran. Vous